Eh bien, bienvenue à tous et puis merci d'être venus en un certain nombre. On aurait nombreux, beaucoup plus de personnes, mais on est jeudi, il y a des impératifs de ci, de ça, donc on va faire avec. En tout cas, on est vraiment heureux d'accueillir Jenna. Marie-Ève va la présenter dans quelques secondes. Moi, ce que je voulais vraiment vous dire et puis attirer l'attention sur, c'est que donc nous sommes le comité engagement environnemental, composé de quelques personnes très motivées. Et en fait, cette conférence annonce l'intention de faire une série, pas toutes les semaines, mais on attend, on verra pour faire une autre conférence au printemps 2026. Donc, merci Jenna d'avoir accepté de venir et puis surtout d'ouvrir cette série. Et donc, sans plus attendre, je laisse Marie-Ève. Oui, bien, comme Agnès l'a dit, c'est notre première conférence mise en collaboration avec le Centre environnemental. Puis on est vraiment enthousiastes de recevoir Jenna être avec nous. Donc, Jenna Webb est directrice de programme à COPE Canada, la communauté de pratique canadienne en approche écosystémique en santé. Et également membre affilié au Symbiose, le centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la société, la santé et l'environnement. Je pense pas que j'en oublie un, c'est de l'UQAM. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour nous offrir une introduction sur les approches écosystémiques en santé et en recherche. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous notre comité et à vous, les personnes en Zoom. Merci d'être là. Donc, c'est bien ça. Je vais vous présenter les approches écosystémiques en santé. Je vais commencer avec un exemple. Faut partager vos slides. Oh, c'est pas partagé? Je l'avais fait, puis c'est... Partage. Et moi, voilà. Va bien? Donc, vous avez partagé vos slides à la base. Voilà. Ah, OK. Ah, merci. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec un exemple. Je vais parler des changements climatiques et la santé en donnant quelques informations sur le vieillissement. Full disclosure, moi, je ne suis pas experte en vieillissement, mais j'ai fait quelques lectures bien intéressantes cette semaine. J'ai lu 2 revues de la littérature et j'ai consulté quelques articles autres. Fait que je vais présenter quelques statistiques pour rendre ça pertinent pour vous. Après, je vais parler des approches écosystémiques de la santé avec encore une focalisation sur le vieillissement. Et après, on peut passer aux questions. Donc, comme vous le savez probablement, les changements climatiques ont des impacts sur notre santé. Il y a des impacts directs, tels comme les conditions météorologiques, des tempêtes, des vagues de chaleur, et ils sont en croissance. Il y a aussi les feux de forêt qui diminuent la qualité d'air, qui causent des problèmes comme l'asthme. Il y a la pollution atmosphérique qui est la cause des changements climatiques, mais qui endommage nos organes et nous rend moins résilientes aux changements par la suite. Et j'ai trouvé un article de Choi et Aylshire qui a démontré cette année que les périodes de chaleur prolongée accélèrent le vieillissement.
Ça, c'est pas une liste exhaustive des impacts directs, c'en est juste quelques-uns. Il y a aussi des impacts indirects des changements climatiques sur notre santé. Les changements climatiques vont diminuer la production alimentaire. En fait, au début, il pourrait y avoir une augmentation à cause d'une augmentation de CO2 dans l'atmosphère, mais après, avec la sécheresse et des tempêtes, ça va diminuer, qui a des impacts sur la nutrition. Il y a déjà une augmentation de maladies diarrhétiques et aussi des maladies transmises par les vecteurs comme dengue, malaria et ici la maladie de Lyme. Aussi, les maladies négligées par la pauvreté, le gale, dysenterie sont en augmentation. D'autres impacts indirects, l'immigration forcée, l'exacerbation de la pauvreté, les conflits, maladies mentales, le stress, hypo-anxiété, sur nostalgie, un système de santé surchargé et les heures de travail perdues. Si on pense au vieillissement spécifiquement, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au changement climatique. On a vu une augmentation de 45% de décès liés à la chaleur depuis les années 90. En fait, c'est une augmentation de 50% de plus de ce qu'on aurait attendu voir avec l'augmentation de la population des personnes âgées, qui aurait causé une augmentation d'à peu près 30%. À peu près un quart des décès attribuables à la pollution, c'est des personnes âgées. Une étude en Espagne a vu une augmentation de 23% de risque de fracture de la hanche à cause des journées de vent. Ces statistiques-là viennent d'une revue de la littérature. En fait, il y avait 2 revues de la littérature qui ont sorti en 2024. Les références sont en bas et à la fin de la présentation. Et il y a aussi une augmentation de insuffisance rénale. On peut penser aussi aux impacts de le changement climatique sur notre santé mentale et vice-versa. Il y a une corrélation entre les variations des températures et les maladies neurologiques comme Alzheimer. Les personnes avec démence et autres peuvent être moins résilientes face au changement climatique, moins réceptifs aux plans d'adaptation. Et le nombre de visites à l'hôpital augmente en général et comme les personnes âgées sollicitent plus les services, ils vont être plus impactés par un système engorgé. Un autre facteur, c'est que la population âgée est majoritairement des femmes et les femmes sont souvent plus impactées par les changements climatiques. Ils sont plus représentés dans les populations en pauvreté qui ont moins de ressources pour faire face au changement climatique. Un autre exemple, avec une augmentation de température, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes peuvent impacter les femmes ménopausées plus avec toutes les séquelles sur leur santé mentale et physique. Donc, ça, c'est un petit aperçu. En fait, il y a vraiment beaucoup de recherches qui a sorti dans les quelques années. J'ai vraiment vu facilement en tapant quelques mots-clés des revues de la littérature et des articles super intéressants. Oui? Le terme solastalgie. Oui, solastalgia, ça, c'est la tristesse associée avec la perte de la nature. Okay. Ouais. Donc, comment comprendre toutes ces interactions-là? Une des façons, c'est les approches écosystémiques de la santé. Ça, c'est mon champ de recherche et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi des approches écosystémiques de la santé? C'est pour répondre aux questions soulevées par les problèmes complexes à l'intersection de santé, écosystème et société. Parce qu'il faut abandonner la quête de solutions simples à des problèmes complexes et parce que les problèmes complexes sont des problèmes systémiques. Les approches écosystémiques de la santé revoient la place des humains dans l'écosystème. Donc, on passe d'une pyramide où l'homme est en haut
à nous voir comme un élément parmi tant d'autres dans l'écosystème. C'est aussi une façon de voir la santé, c'est une approche holistique et c'est pas le premier. En fait, les systèmes de santé des Autochtones et nos ancêtres étaient très holistiques. C'est des systèmes de santé très anciens et ça voyait notre santé en interaction avec tout ce qui nous entourait. Mais ça revient dans la mentalité occidentale de plus en plus. Ici, c'est tiré d'un modèle du ministère de la Santé et Services sociaux du Québec, où on a l'état de la santé au centre et on va à des systèmes de plus en plus larges pour comprendre notre santé. Donc, les approches écosystémiques de la santé s'insèrent dans cette tendance de voir la santé de façon holistique et il y a une convergence entre plusieurs façons de faire ça. Une seule santé, One Health, GeoHealth, le double regard, santé mondiale, santé planétaire qui est très à la mode maintenant depuis 2015, le cadre de la résilience et l'écosanté, qui est le surnom des approches écosystémiques de la santé. Donc, les deux sont à peu près synonymes. Donc, c'est quoi l'écosanté? L'écosanté, en fait, c'est un cadre pour orienter la recherche et c'est venu au monde dans les années 90 et c'est le Centre de recherche pour le développement international du Canada qui a pour la première fois parlé de l'écosanté dans un livre de Jean Lebel en 2003. Et ils avaient plusieurs années de recherche. Ils sont allés faire une synthèse de qu'est-ce qui marchait dans leur projet chouchou, si on veut. Ils ont vraiment fait une synthèse des projets qui ont vu un succès en termes de données, en termes de partenariat, en termes d'intervention. Et ils ont tiré 3 conclusions. C'est des projets transdisciplinaires avec une participation active de la population et qui s'occupaient de l'équité sociale et genre étaient les projets qui avaient eu plus de succès parmi les projets qui finançaient. Donc, il y avait un livre qui est sorti de ça qui s'appelait Écosanté. Et en 2012, ils avaient continué à regarder aller leur projet et ils ont ajouté 3 autres principes, si on veut. C'est la complexité de la connaissance à l'action ou du savoir à l'action et la durabilité des écosystèmes. Donc, ils ont mis ça ensemble. Ils ont publié une 2e tome sur les approches écosystémiques de la santé. Nous, à Copé Canada, on a été financés par le CRDI en 2008. Ils ont financé des communautés de pratique partout au monde et nous, on était la communauté au Canada. Et on a pris les principes, on les a mis dans ce bout-là. Et on a continué à les utiliser et aussi à les comprendre. Donc, on a organisé les principes dans les principes de processus, la transdisciplinarité, la complexité et la participation, et les objectifs d'une recherche ou d'une intervention, la durabilité des écosystèmes, l'équité et du savoir à l'action. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais parler de chaque principe un après l'autre et je vais donner un exemple sur le vieillissement à la fin. Donc, l'équité sociale et de genre, vous avez peut-être vu déjà cette image-là. En haut, on a l'égalité, c'est quand on donne le même vélo à tout le monde et l'équité, c'est quand on donne un vélo adapté à chaque personne. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on pense à l'équité dans les approches écosystémiques de la santé. Il y a plusieurs axes d'équité, plusieurs facteurs. Un de ceux-là, c'est l'âge de la personne qui interagit beaucoup avec plein d'autres facteurs comme le genre et le sexe. Mais ici, on peut voir que notre interaction avec l'environnement change beaucoup au fil des années. Il y a certaines périodes où on est plus vulnérable que d'autres, le fœtus, puis à fin de vie aussi.
Mais là, quand on est enfant, plus proche au sol, plus actif, métabolisme plus rapide. Quand on est adulte, c'est notre environnement de travail qui devient vraiment important dans nos expositions ou dans nos contacts avec l'environnement. Donc, les approches écosystémiques de la santé, c'est une invitation à prendre en compte tous ces facteurs-là et de reconnaître que il y a des différences qui amènent à des iniquités en termes de santé. Si on pense au vieillissement, le vieillissement est associé à une altération de contrôle thermorégulateur qui va interagir avec les vagues de chaleur, entre autres, une diminution de la flexibilité du système immunitaire, une réduction du débit sanguin rénal, pour certaines personnes, des capacités cognitives réduites, plus d'isolement, une mobilité réduite. Et il y a, parmi les études dans la revue de la littérature, la plupart étaient en Europe ou en Amérique du Nord, donc il y a un manque de données dans des pays à faible revenu. En fait, il n'y avait aucune étude dans une des revues qui était en Afrique ou en Amérique du Sud. Il y a des inégalités aussi mondiales et autres. C'est en interaction. Si on pense à la complexité et à la pensée systémique, c'est important, premièrement, de reconnaître que les systèmes peuvent être simples. Ça, c'est des systèmes linéaires avec un équilibre stable. On peut penser à nos thermostats dans nos maisons. Il y a des systèmes compliqués. Souvent, ça va être plusieurs systèmes simples ensemble, comme une gestion d'une grande centrale solaire. C'est compliqué, ça prend plusieurs disciplines, mais on peut le monter selon un modèle, on peut le défaire, puis on peut le refaire. Tandis qu'un système complexe a des incertitudes, des boucles de rétroaction, on pense plus au climat dans ce cas-là. Et si on pense aux déterminantes d'un système complexe, c'est des systèmes en constant changement avec une auto-organisation. Il y a des... et ça émerge des interactions, les incertitudes, comme j'ai dit. Ça comporte plusieurs éléments dont l'agencement est difficile à comprendre et on ne peut pas, comme un système compliqué, le défaire et refaire. Ça serait impossible. La solution à un aspect peut poser des problèmes pour un autre aspect et la description du système change selon la perspective. Donc, les systèmes complexes sont souvent à la racine de nos problèmes environnementaux qui sont une interaction entre la société, les systèmes écosystémiques qui sont hyper complexes et la santé. Si on pense au vieillissement, ici, c'est un modèle tiré d'une des revues de la littérature qui est en fait visé à faire un cadre pour étudier le vieillissement, climat et santé. On a des échelles à gauche, on a des vulnérabilités, comme on a vu dans l'autre section, qui mènent à des impacts sur la santé. Je trouve cette système assez simple. En fait, ils ont choisi la clarté, je pense, mais en fait, ces flèches-là, ça pourrait, si on voulait vraiment creuser, faire un système beaucoup, beaucoup plus complexe, mais c'est intéressant quand même qu'il y a des chercheurs qui sont en train de démontrer au moins que tous ces facteurs-là viennent impacter la santé des personnes âgées quand on pense au climat. La participation, c'est l'acte de consulter et prendre en compte la perspective de toutes les personnes concernées par un enjeu. Puis, ça va au-delà de la consultation. En fait, c'est de les intégrer dans le processus au point qu'ils s'approprient du projet de recherche. Une participation idéale commence à partir de la définition de la question et va à travers toutes les phases de la recherche, le choix de données, de méthodologie, l'analyse et surtout la sélection de ce qui convient de faire avec les résultats, qui peut être très important quand l'enjeu est contentieux.
Excuse-moi. Il y a plusieurs façons de faire la participation. Ici, il y a quelques exemples. Il y a beaucoup de méthodologies qui visent la participation active des personnes. Si on pense au vieillissement, j'ai pris une citation que j'ai mis à la fin d'un des articles cet article-là de Katie Zanou parlait particulièrement de l'implication des personnes âgées dans l'adaptation au changement climatique. Et ça dit négliger les personnes âgées dans le débat sur le changement climatique risque d'exacerber les inégalités sociales profondément enracinées et de passer à côté des ressources et des connaissances potentiellement précieuses que les personnes âgées peuvent apporter à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci. Et sur ce dernier point-là, j'ai deux exemples. Dans les communautés autochtones, souvent les aînés vont être les déteneurs des connaissances de la sagesse. Et Josephine Mandamin, en fait, c'est connu comme le Grandmother Water Walker, puis elle était commissaire de l'eau. Et un exemple des Mères au fond, qui est un groupe québécois d'activistes. C'est en fait beaucoup des grands-mères au fond. Et en toute transparence, je fais du bénévolat pour les Mères au fond. Ici, c'est un exemple de deux grands-mères de Saguenay qui étaient sur une chaîne de télévision pour promouvoir des activités dans le contexte de la Journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus. Fait que c'est des personnes qui détiennent beaucoup de connaissances et aussi qui ont beaucoup de temps et énergie à investir dans des causes comme ça. Passer à côté de les impliquer dans des projets, ça, c'est vraiment passer à côté d'une richesse. La transdisciplinarité, ça va bien avec une graphique. En haut, on a un projet de recherche, plusieurs projets de recherche disciplinaire, c'est en silo. Souvent, on parle des silos. Un projet de recherche multidisciplinaire, ça serait des projets en silo où on met les résultats ensemble à la fin. Une recherche participative, ça commence à intégrer des connaissances non académiques. Il y a des interactions entre l'académie qui est ici en rose et d'autres types de connaissances en jaune. Un projet interdisciplinaire, ça reste à l'université, mais il y a beaucoup plus d'interactions. Et transdisciplinaire, c'est un petit peu un mélange entre participative et interdisciplinaire, où il y a beaucoup d'interactions dès le début du projet vers un but commun. Avec la participation du public, ça peut être dans les arts, politique, technologie. Donc, on sort un petit peu de l'université pour aller chercher d'autres expertises. Un exemple, c'est le double regard. Vous avez peut-être entendu parler, double two-eyed seeing. Puis c'est en fait une aînée, Mi'kmaq Albert Marshall, qui a parlé de ce double regard pour la première fois. Et dans ses mots, très vite, le double regard consiste à apprendre à voir d'un œil avec les points forts et des modes de connaissances autochtones et de l'autre œil avec des points forts et des modes de connaissances occidentaux et à utiliser ces deux regards ensemble. Donc, ça serait une façon de faire la transdisciplinarité. Et un exemple tiré aussi d'un des articles que j'ai consulté, le même qui a fait le cadre que j'ai utilisé dans Complexité. À la fin de l'article, il parlait des directions pour la recherche. Une citation encore, il est essentiel de renforcer la formation interdisciplinaire, ici c'est interdisciplinaire, et la capacité d'intégration des données socio-environnementales pour faire progresser la recherche sur le vieillissement, le climat et la santé. Et plus précisément, il parlait des difficultés des échelles. Les données sociales sont à une échelle et les données environnementales, de climat et tout, c'est à une autre échelle. Donc, il parlait des défis à intégrer ces deux-là. Mais dans le graphique qu'ils ont donné, ils sont allés au-delà de ça. La première colonne, c'est en fait la participation, c'est d'inclure les personnes âgées. Et dans d'autres boîtes, ils parlent d'intégrer la technologie,
de faire des partenariats avec des travailleurs de la santé. Donc, ça va au-delà de l'interdisciplinarité et ça commence à aller chercher d'autres types de connaissances pour vraiment faire des politiques en changement climatique adaptées aux personnes âgées. La durabilité des écosystèmes est vraiment fondamentale aux approches écosystémiques de la santé. Puis le mot écosystème est vraiment même dans le titre, donc c'est fondamental. Souvent, les problèmes de recherche vont être environnementaux, donc c'est dans le titre de nos approches, mais c'est aussi la racine du problème investigué. Les écosystèmes sont aussi des systèmes complexes, hyper complexes. L'écosystème, c'est le même tapis de vie qui est le résultat d'une interaction entre l'hydrosphère, l'atmosphère et le géosphère. Donc, c'est un bon exemple d'un système complexe et on peut s'inspirer de ce système-là quand on veut penser à la complexité parce que c'est des systèmes qui sont super résilients. Maintenant, on est en train de les pousser à leurs limites. En fait, il y a quelques semaines, on a dépassé le 7e des 9 limites planétaires. Mais c'est quand même incroyable qu'ils résistent à beaucoup, beaucoup de changements avant d'arriver à ce point-là. Donc, on peut s'inspirer de ces écosystèmes dans nos façons, nos pensées systémiques. On voit les écosystèmes des deux côtés. D'un côté, les écosystèmes sont nécessaires pour notre santé, tant au plan physique, social, économique, émotionnel, culturel et écologique. Donc, il y a des bénéfices d'un écosystème en santé pour nous et notre santé, mais aussi nos actions mettent en péril ces écosystèmes-là et avec des conséquences sur notre santé. Donc, on le voit vraiment des deux angles. Et j'ai trouvé une revue sur les interventions basées sur la nature, Nature-Based Interventions. Donc, ils ont regardé des articles qui a étudié l'impact de la nature sur les personnes âgées. C'était des études des bains aux forêts, forest bathing, des marches en nature, les jardins thérapeutiques, les sons de la nature et même la réalité virtuelle de la nature. Et quelques conclusions qu'ils ont tirées, c'est qu'il y avait des effets positifs sur la santé physique, une réduction de la pression artérielle et une amélioration de la fonction pulmonaire. Et aussi sur la santé mentale, réduction de dépression, stress, anxiété. Mais évidemment, il y a des barrières avec une mobilité réduite, l'accès à la nature est plus difficile, donc c'est quelque chose à prendre en compte pour ces interventions-là. Le but ultime d'une recherche en approche écosystémique de la santé, c'est de sortir des universités et d'avoir un impact. Donc, on pense à comment on peut avoir cet impact-là. La relation entre les connaissances et l'action n'est pas unidirectionnelle. Souvent, on va pas attendre à la fin d'un projet pour commencer à faire une traduction des connaissances, mais on va être déjà en train de planifier ça dès le début. Et ça va au-delà d'une simple diffusion, mais des gestes plus profonds que de l'information qui passe dans une direction seulement. Mais l'action peut être compliquée. C'est aussi compliqué que le système qu'on étudie. Il y a une question des échelles et d'écoute aussi. Ici, c'est un exemple d'une sorte de solution ou réponse, une solution composée. Comme on dit, c'est aussi appelé une solution gagnant-gagnant ou des co-bénéfices qui peut nous aider à orienter nos actions. Ici, c'est juste un exemple, c'est en utilisant une métaphore de la nature, c'est une feuille composée en fait, puis si toute la feuille représente une initiative, dans
ce cas-là, c'est une initiative d'agriculture urbaine. Chacune des folioles, qui est comme une faux feuille, représente les problèmes qui peuvent être atténués avec cette initiative-là. Et si on pense aux personnes âgées, une jardin urbain peut les aider avec l'accès à la nature, comme on a parlé, réduire les îlots de chaleur, leur donner de l'activité physique, réduire l'insécurité alimentaire. Donc, c'est une façon de penser aux solutions aussi comme des systèmes complexes. Et ça fait le tour des 6 principes. Pour conclure, les approches écosystémiques de la santé, c'est une invitation à situer notre expertise disciplinaire dans une réflexion systémique sur les liens entre l'environnement, la santé et la société, à travailler en partenariat avec les communautés, à valoriser les différents types de connaissances, à adopter une posture réflexive sur les recherches et pratiques, à connecter avec la nature, à s'inspirer de la nature. Et c'est pas un protocole ni une liste à cocher, c'est vraiment une posture ou une approche qu'on peut prendre envers notre objet de recherche et notre processus. Donc, pour en savoir plus, on est là pour vous, la communauté de pratique canadienne. On existe depuis 2008. On est une communauté de praticiens et de chercheurs et chercheuses qui ont en commun l'utilisation de ces approches-là. On a chacun notre domaine de recherche, mais on utilise ces approches dans nos recherches et on fait surtout l'enseignement ensemble. On donne un cours depuis 2008, un cours au cycle supérieur. Donc, pour les étudiants et étudiantes dans la salle ou sur Zoom, je vous invite de regarder notre site web. Le cours est à chaque année en mai-juin. Et c'est un cours pan-canadien. Il y a plusieurs sites, dont un à l'UQAM. Le sigle du cours est là, puis les crédits peuvent être transférés. C'est un cours sur le terrain. Donc, on regarde les principes, les 6 principes, mais on fait aussi une étude de cas. Cette année, l'étude de cas, c'était sur la filière batterie au Québec. Puis on est allé à McMasterville, on a rencontré la compagnie Northvolt, les maires, puis les citoyens et citoyennes préoccupés par l'enjeu. C'était vraiment, vraiment magnifique. Donc, aussi pour les profs, on a des ressources d'enseignement. On a un manuel d'enseignement avec 16 modules. Et certaines des diapos que vous avez vues aujourd'hui viennent de notre module sur l'utilisation des narratifs dans l'enseignement. Je n'ai pas tiré les diapos sur les narratifs, mais l'exemple donné, c'est les changements climatiques et on a rendu disponible une présentation d'à peu près une centaine de diapos sur les changements climatiques, la santé, les approches écosystémiques et les narratifs. Si ça vous intéresse, tout est gratuit sur notre site web. Merci. Vous avez des questions? Non, je salue en premier. Oui, aussi. Vas-y d'abord. Moi, je peux prendre la prochaine heure. Merci d'abord, merci. Ça évoque beaucoup de questions. Mais d'abord, bravo, je trouve que c'est une initiative dont on a besoin de systématiser ces approches-là pour les comprendre mieux. Je trouve qu'il y a un gros défi d'implanter ou de reconnaître la valeur de l'approche systémique dans le domaine biomédical. Présentement, je trouve qu'on a une approche plutôt linéaire, même sur des enjeux que vous avez mentionnés, par exemple l'exposition à des milieux naturels puis les bénéfices sur la cognition ou sur la mobilité, ben, ça reste, la logique demeure très linéaire. Puis on est pris avec des critères méthodologiques. Notre meilleure étude sur le plan de vie de recherche, c'est l'essai clinique randomisé, contrôlé en double aveugle. On est loin de la recherche-action. Puis même les résultats de ces études-là, étant donné le devis très, très contraignant, ils ne se généralisent pas toujours bien dans la pratique clinique. Donc, peut-être une première question, comment vous voyez cette capacité-là
de faire davantage reconnaître les approches systémiques, les méthodologies que vous employez dans un milieu scientifique qui n'a pas un regard nécessairement très valorisant sur ça. Ben, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être moins pire qu'il y a 10 ou 20 ans, mais ça reste quand même encore une classe de recherche qui est considérée moins rigoureuse. Oui, oui, ça c'est ça. Mais peut-être l'angle peut être la transdisciplinarité, parce que la transdisciplinarité, ça ne dit pas on va jeter tout ce qu'on a fait par la fenêtre. C'est continuer à faire des études dans les disciplines, mais d'avoir plus de communication. Donc, les personnes qui tiennent vraiment à leur façon de faire, ben, il y a une valeur à ça, mais il faut le mettre en interaction avec les personnes qui sont spécialistes en communication, qui sont spécialistes en politique et santé et autres. publique et tout Oui, ça, c'est ouais. ça. Ben, moi, je sais que c'est la bonne façon d'aborder des problèmes complexes, mais j'ai du mal à... On est contraint dans nos disciplines à être le plus rigoureux possible selon les critères de notre discipline. Donc, ça rend la transition vers la recherche-action un peu plus complexe. Mais j'ai une autre question très pointue sur la... Pierre, Oui, on a vas-y. commencé quand même, on est au niveau multidisciplinaire et participatif, Ouais. on est comme sur le bon chemin. Oui, mais quand je regarde par rapport à soyons clairs, là, par rapport à une faculté de médecine ou de la recherche en médecine, de la recherche biomédicale, ces questions-là sont presque des questions corollaires intéressantes pour notre amusement. Là, je caricature, là, je ne dis pas que la faculté de médecine pense comme ça, mais notre système est quand même organisé comme ça. Si on regarde les montants de financement alloués à la recherche biomédicale fondamentale par rapport à des approches systémiques, bon, il y a plus de soutien aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans, mais l'écart est gigantesque. Mais je partage l'impression de Samira que peut-être on est en train de tendre vers, je ne sais pas si Nathalie Bière est encore en ligne, mais si elle est encore là. Elle a une question. Ben c'est oui. peut-être, Oui, c'est très important de parler. je pourrais réagir à ça parce qu'elle fait beaucoup ces choses-là, mais Je vais te demander de mute. Nathalie, tu peux... C'est à mon tour? Ouais. Oui. Oui, mais merci beaucoup pour cette conférence super intéressante. Je suis professeure en ergothérapie à l'Université de Montréal. Je suis chercheur au centre de recherche, puis un de mes intérêts de recherche, c'est les sciences ouvertes, la collaboration ouverte, les laboratoires vivants, et donc toutes ces approches participatives, puisque mon domaine de recherche, c'est celui des technologies en soutien à domicile pour les personnes âgées, donc de manière assez spontanée. C'est un champ de recherche qui s'est dirigé vers une approche très participative de la recherche parce qu'on s'est vite rendu compte que si chacun travaille tout seul dans son coin, il n'y a pas d'adoption des technologies, on n'est pas capable de les intégrer, de les implanter correctement, ils restent sur une tablette puis on dépense beaucoup d'argent pour rien. Donc, tu sais, Pierre, je pense que certains domaines, c'est correct aussi d'avoir de la recherche fondamentale, il faut continuer à en avoir. Puis ça dépend vraiment de la complexité de la question qui est posée, puis des objectifs de cette question de recherche. Si la question, c'est comment peut-on favoriser l'adoption de, ben, c'est sûr que là, tu n'as pas le choix de mettre autour de la table là, tous les gens qui sont concernés. Mais si les questions sont hyper pointues, tu sais, peut-être, en tout cas, moi, je suis d'accord qu'on peut pas tout jeter, puis on peut pas tout faire non plus. On peut pas tout être des experts non plus de recherche-action. Mais bref, c'est pas ma question. Ça, c'était juste pour répondre à ton commentaire. Puis il y a des chercheurs qui ont peur de ça aussi, Pierre, puis je le comprends parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup plus long. Il y a quand même des risques, hein, aux chercheurs, à la carrière scientifique quand tu t'embarques dans de la recherche participative qui ont été documentées d'ailleurs. Longue parenthèse fermée. Jenna, j'ai une question. En fait, dans le cadre des laboratoires vivants, je ne sais pas si c'est un concept avec lequel tu es familière, mais c'est cette idée de faire de la co-construction, d'être en innovation ouverte, avec généralement 4 types de partenaires, donc le public, le privé, le milieu académique et les citoyens.
ou le milieu civil, donc qui inclut les citoyens, les organismes communautaires, OBNL, Fondation, tout ça. Puis l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table, justement, dans une approche transdisciplinaire pour qu'on réponde aux besoins de tout le monde et donc on ponde des solutions à des problèmes complexes qui vont être plus facilement adoptables dans la vraie vie. De plus en plus, on parle un cinquième type de partenaire dans le modèle des multiples hélices. Donc, on parle d'une cinquième hélice qui est celle de l'environnement. Puis moi, ce que tu me présentais, ça m'allume beaucoup parce que je trouve que c'est un élément qui est peu intégré à l'intérieur des approches Living Lab, notamment quand on touche la santé, les nouvelles technologies, et je me questionne comment on peut faire pour intégrer cette cinquième catégorie de partenaires à l'intérieur d'une approche transdisciplinaire comme celle des laboratoires vivants en santé. Mais c'est une très, très bonne question. Et même dans les approches écosystémiques de la santé, où l'écosystème est fondamental, ce que je vois avec les étudiants et étudiantes, c'est un des principes le plus difficiles à intégrer. Ça et le genre. Ça, c'est les deux que on peut aller des semaines, puis là, vous avez oublié les écosystèmes ou où le genre dans ton modèle ou quelque chose comme ça. Donc, on est anthropocentrique et c'est difficile pour nous de sortir de ça puis de se rappeler. Une des choses qui a beaucoup aidé avec nous, c'est de travailler avec les Autochtones parce ils ont vraiment grandi dans un système vraiment différent de le nôtre, qui est en communication, en interaction avec l'environnement constamment à travers de leurs pratiques, leurs légendes, leurs croyances, leur façon de faire. Donc, avoir des Autochtones dans la salle, cette année, on était vraiment chanceux, puis les deux profs à l'Université Northern British Columbia qui fait le cours avec nous, c'est deux femmes autochtones. Puis, leur voix, ce qu'ils choisissent de communiquer, puis leur technique d'enseignement nous aide à nous ancrer dans les écosystèmes. Donc, une des choses qu'on a faites cette année, c'était des journaux de bord avec des questions ancrées dans le territoire, land-based journaling. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, on avait des prompts, des questions pour chaque session. Il y avait une question que Sandra Harris, qui était le prof à OBC, a pensé en lien avec le principe ou ce qu'on a vu. Puis, une de leurs devoirs, c'était de garder un journal, puis de répondre à cette question-là. Puis c'était pour les aider de sortir de leur peau, puis dans l'écosystème autour d'eux. Fait que peut-être deux pistes. Travailler avec les Autochtones, c'est vraiment une approche radicalement différente de nôtre, puis on a beaucoup à apprendre. Puis tenir un journal qui nous aide, qui nous oriente vers les réflexions basées sur la nature. Merci. On a une question de Marc Cuesta. Est-ce que ton système de son fonctionne? Et encore mieux. Alors ouais, si tu me parles, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Et ok, super. Bah merci infiniment de cette présentation. Hein. Tu pouvais pas faire mieux que ce que tu as fait, je pense. Et je suis content aussi qu'il y ait quand même quelques chercheurs, notamment le Living Lab. Là, j'étais sûr que ça pourrait intéresser et t'allumer, Nathalie. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et puis c'est pas vraiment une question que je vais poser, puis c'est un commentaire général qui va pousser à la réflexion aussi, c'est que, comme je te l'avais dit, on a travaillé sur un plan de développement, on vient juste de renouveler le centre, et puis, tu sais, beaucoup de mots que tu utilises pendant la conférence, holistique, l'approche intégrée, puis, je veux dire, c'est des choses qu'on a dans notre plan d'action, il y a des choses, et donc je sais à quel point c'est difficile d'arriver avec un système intégré comme tu le proposes, mais, et puis encore une fois, avec le comité, là, j'essaie de prendre un pas de recul. Nous, notre but, justement, c'est d'allumer les chercheurs, là, puis si on a allumé la tête de Nathalie aujourd'hui, c'est déjà, bah, de toute façon, je posais déjà la question. Donc, on l'allume pas tant que ça, mais on lui donne des réponses ou des pistes d'action.
c'est déjà une réussite en soi si on a réussi à convertir un ou deux chercheurs à au moins se poser la question. C'est vraiment le but de ça. Et en ça, je pense que vraiment l'approche écosystémique s'intègre parfaitement, je pense, avec la philosophie du centre dans laquelle il se dirige à l'heure actuelle, notamment avec le fait que tu vois, c'est réussi pour moi. Merci Nathalie. Et donc justement, on a de plus en plus, tu sais, la recherche sociale, l'innovation sociale est vraiment au cœur, devient de plus en plus importante dans le centre. Et de ce fait, sans remettre en question tout ce que Pierre a dit, qu'effectivement, on ne peut pas l'appliquer de manière systémique dans toutes nos recherches. Néanmoins, simplement de se poser la question et de se dire, on a essayé de le faire, puis ça marche pas, c'est déjà un pas en avant. Donc pour moi, là, bravo. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à en discuter, Pierre, et comment voir, on peut proposer ces modèles, tu sais, de manière comme des outils et autre chose à travers le centre, sans jamais rien obliger, mais au moins leur faire comprendre ça existe, tu sais. Moi, je savais même pas que ce regroupement existait avant qu'on rencontre Jenna, alors que je suis quand même allumé sur ces choses-là. Donc, tu sais, il y a toujours à apprendre. Donc, merci beaucoup. Pas de questions comme ça, c'est facile. Ouais, merci. Oui, c'est pas une liste à cocher, comme j'ai dit à la fin. Puis, quand on travaille avec les étudiants et étudiantes, ça peut être intimidant. C'est, oh boy, il faut que je fasse tout ça, là, mais c'est ça, tu l'as bien dit, Marc. C'est pas ça, c'est pas faire tout ça, là. C'est une posture, c'est une approche, c'est une intention. Puis peu à peu, ça nous oriente vers finalement des meilleurs résultats parce que nos partenariats sont plus solides. Ce qu'on produit, c'est orienté vers quelque chose d'actionnable. Donc, Ouais, avant de laisser la parole, peut-être un commentaire pour conclure, parce que c'est quelque chose que j'ai dans la tête. Tu sais, on a, au-delà du plan engagement environnemental, il y en a partout. Là, je présentais encore ce matin au M3S, au FRQ. Ils y sont tous quand même à réfléchir à ces questions-là. Et puis, comme avec le EDI il y a quelques années, où le FRQ a pris le pas de pousser, de forcer un petit peu plus que ça s'intègre dans les centres. Tu sais, la même chose marche pour l'environnement, je pense. Et moi, je rêve d'un jour, parce que c'est qu'une complémentarité, on devrait avoir un comité EDIE. Et au final, parce que c'est l'approche systémique, on peut pas. Puis de plus en plus, on voit quand on travaille avec les deux comités, parce que je suis sur les deux, à quel point justement il y a souvent une synergie dans l'approche qu'on prend, parce que quand on commence à parler d'équité, à parler d'inclusion, ben forcément la question environnementale, elle prend tout son sens. Donc, fait que c'est ça. Donc, on a en tout cas au niveau de l'administration une approche écosystémique, je crois qu'on peut l'avoir. Donc, avec ça, je laisse les questions aux autres gens. Merci beaucoup. Je pense qu'Aline voulait parler. Ah ben, ça rejoint beaucoup les choses. C'est comme de comprendre que oui, on n'aura pas une procédure en 4 points, puis c'est bon, on a appliqué la recette, puis on dégoûte tout. C'est vraiment d'essayer de voir, j'imagine que c'est projet par projet, essayer de se questionner sur concrètement qu'est-ce qu'on peut amener. L'aspect participatif, ça vient de plus en plus. On essaye de faire plus nos interventions avec les participants, au lieu de les faire court, les participants. Je me demandais juste, puis c'est une question un peu pour tout le monde de brainstorming, là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à quoi on peut penser d'autre, concrètement, quand on monte, mettons qu'on monte un projet de recherche, voilà. Donc inclure les autochtones, inclure les personnes physiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choses concrètes? La mise en œuvre ouais. Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, vraiment le faire rentrer concrètement dans ce qu'on fait. Ça reste pas comme disait Marc, des mots, concepts. On fait du holistique, ouais, mais c'est-à-dire quand nous, parce que nous, on fait des choses concrètes, surtout les professionnels de recherche, là, on met en œuvre les choses. On travaille avec du tangible et je me demande qu'est-ce qu'on apporte là-dedans. Qu'est-ce qu'on change dans nos pratiques pour l'intégrer? Donc, on a listé quelques choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que ça vous a fait penser? Moi, vraiment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ta présentation, c'est la référence aux autochtones, aux Premières Nations qui sont impliquées là, dans des projets de recherche. Et justement, je trouve qu'au centre, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'actions qui sont prises pour aller chercher ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? Il y a une interaction. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis vers quel peut-être groupe on peut s'adresser? Parce que oui, vraiment, enfin, quand on entend parler des Premières Nations, j'entendais
c'est Stanley Volant, le chirurgien là, donc qui est élu, qui parlait à la radio autrefois, mais my God, c'est des gens qu'on a envie de connaître et d'approcher. Et justement, il parlait de sa relation. Il venait de passer le week-end à faire une expédition en la nature. Je trouve que vraiment, c'est des ressources fondamentales à intégrer, mais comment faire? Les Autochtones sont sur demande, sollicité, c'est ça, en ce moment. Ils représentent à peu près 1% de la population du Québec, puis 4% du Canada. Donc, ouais. Une idée qui vient comme ça, c'est par les étudiants et étudiantes, une bourse spécifique parce que là, ces personnes-là ne sont pas encore sollicitées, ils sont au début de leur carrière, puis donc c'est une idée comme ça. Par rapport à ta question, ça m'a fait penser à poser la question, comment est-ce que vous voulez être impliqué dans ce projet-là? On a une idée, comment ça marcherait pour vous, puis ça peut aider aussi pour l'implication des Autochtones, parce qu'il faut que ça soit un co-bénéfice. Donc, comment que vous voulez vous impliquer? Alors, Marc a monté sa main. Ouais, oui et non, parce que moi, j'ai travaillé, c'est pour rebondir sur ça, tu sais, j'ai travaillé à la Fondation Brain Canada pendant 2 ans. Et donc, à l'époque, on avait monté, on a beaucoup travaillé avec les Autochtones aussi pour monter une compétition où ils étaient inclus pour un projet avec eux. Puis c'était la Fondation Martin, l'ancien Premier ministre Paul Martin, si on le dit en français. Donc, on avait monté cette compétition. Et puis, un des gros enjeux, parce que c'est extrêmement intéressant, mais tu as beaucoup répondu. Les Autochtones, il faut travailler avec et pour eux aussi, là, et généralement, il faut toujours qu'il y ait un chercheur autochtone. Donc, si on voulait faire un pas en avant dans cette direction, la première des choses, ce serait d'engager un chercheur autochtone au centre, parce que ça donne beaucoup parce que voilà, vous le savez très bien, les autochtones, et on a fait de la recherche sur eux pendant bien longtemps, donc un côté très frileux de rentrer dans les projets de recherche, en plus du fait qu'ils soient sursollicités. Et puis, ça prend beaucoup de collaboration. Alors, si on a un chercheur, c'est beaucoup plus facile. Le CCNA aussi a un travail. Là, le CCNA, c'est le consortium canadien pour la neuroscience et le vieillissement en français, aging en anglais. Et donc, ils ont un axe autochtone. On travaille avec Sylvie Belleville, d'ailleurs, sur ça. Puis, ça prend des années souvent, parce qu'après, si on veut travailler avec les camps autochtones, etc., camp n'est pas le bon mot, excusez-moi, les villages autochtones, whatever, les réserves, voilà. Mon Dieu, je déteste quand je trouve pas le bon mot, excusez-moi. Ou même les communautés ailleurs. Ça prend du temps parce que justement, ils sont dans ce principe de parler, de communication. Donc, c'est extrêmement intéressant qu'on puisse penser à ça au centre, mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire très, très vite si on veut le faire bien. Mais effectivement. Mais quelque chose qui serait vraiment pertinent, ce serait peut-être une année en résidence ou est-ce que ça fit avec. Ouais. Puis peut-être, tu sais, les universitaires autochtones sont vraiment sollicités, mais peut-être les aînés, ils sont à une autre époque de leur vie. Ils pourraient avoir d'autres qui sont disponibles, qui aimeraient siéger sur certaines comités. Je pense qu'à l'Université de Montréal aussi, il y a une initiative de décolonisation qui se déploie à plusieurs niveaux, dont au niveau des étudiants et aussi au niveau de la meilleure capacité de prendre en compte la nature, le type de recherche qui est fait avec les communautés. Puis, il y a aussi un effort de baliser les façons de faire des projets avec les communautés. Donc, ça prend beaucoup, justement, de two-eye seeing, la façon de regarder les problèmes, mais de façon différente, selon différentes perspectives, mais sans jamais, en partant de la perspective autochtone. Si c'est une recherche avec des communautés autochtones, il faut que ça soit. J'ai une question très pointue qui n'est pas abordée, puis je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est. Non, c'est pas un oubli, c'est sûr. La conception du monde autochtone, elle est aussi spirituelle.
fondamentalement, Mhm. il y a une dimension spirituelle dans tous ces aspects-là, Mhm. qui est très difficile à intégrer dans une perspective biomédicale, Mhm. contemporaine, occidentale. Mhm. Est-ce que cette perspective-là, elle est intégrée d'une façon ou l'autre? Ça me semble être un des défis les plus grands pour nous, là. Souvent, on a exclu, on a Ouais. évacué la dimension spirituelle parce qu'elle est associée au religieux, Ouais. culturellement, puis historiquement, évidemment. Ouais. C'est un sujet difficile. Je pense que peut-être je l'avais quand je parlais de notre santé physique, émotionnelle, spirituelle. C'était peut-être. Mais c'est vrai que c'est touché si on veut. Puis peut-être une des façons de l'aborder de la porte par en arrière, c'est par la santé mentale puis les émotions. C'est pas exactement la même chose, mais ça, c'est peut-être un vocabulaire commun où on peut commencer à s'entendre sur certains aspects de la spiritualité qu'est-ce que ça nous apporte. En tout cas, moi, ce que je trouve difficile, c'est que dans une perspective autochtone, c'est pas une dimension additionnelle, c'est une dimension qui est inhérente à toutes les autres dimensions, ce qui est complètement décalé par rapport à notre vision de la spiritualité. Comme, c'est ça, une dimension, il y a la mobilité, il y a le territoire, il y a l'écologie, il y a la santé animale. Mais il n'y a pas de. La spiritualité, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est comme un ajout facultatif, alors que dans les systèmes de croyances autochtones, c'est inhérent à toute chose, même l'aspect relationnel. Donc, je sais, mais peut-être que il faut juste le reconnaître et ensuite voir comment on l'intègre. C'est un défi, un grand défi. Ouais. Que nous qui n'ont pas grandi ne pourraient pas faire de la même façon. C'est une autre raison d'intégrer des personnes autochtones dans les. Ou on peut commencer à apprendre. J'ai suivi une formation à l'Université de Montréal. C'était en ligne sur la santé autochtone. Je ne sais pas si c'est disponible encore. C'était en 2021, je pense que j'ai suivi ça. C'était offert dans le répertoire de formation continue, je pense. Puis c'était spécifique sur la santé, puis ça avait parlé de la spiritualité aussi. Donc, augmenter les points de rencontre, peut-être. Potentiel. Merci. Bah, merci beaucoup, hein. Ouais. Bravo.